capitale de la gastronomie française, un art dépendant d'une production agricole, parfois sujette à controverse. Le temps d'une journée, 5 personnalités lyonnaises au profil complémentaire vont partager leur expertise légitime et leurs réflexions passionnées à ce sujet. Un jeune en études environnementales, 2 professionnels de santé, un militant d'une association écologique, ainsi qu'un député de la République. De nombreuses études mettent en évidence la disparition partielle ou totale de certaines espèces animales du fait de l'utilisation des pesticides. Les conséquences des pesticides sur l'environnement sont importantes et beaucoup plus que souvent on ne l'imagine. Certains arboriculteurs retrouvaient des tas d'insectes morts dans leurs vergers. Les insectes ont disparu dans une proportion de 60 à 70% depuis 30 ans. Et là, c'est très nettement lié à l'utilisation des insecticides, mais du fait que les insectes sont impactés, les oiseaux vont l'être aussi car ils nourrissent leurs petits avec des insectes. Pour d'autres produits, ce seront les vers de terre, ce sont les champignons, les mycorhizes, les bactéries du sol qui vont être impactés. Par ruissellement, sous l'effet des eaux de pluie, nos rivières et les nappes phréatiques sont aussi extrêmement imprégnées. On a déjà été trop loin. On a été trop loin dans la dégradation. C'est pas parce que ça touche l'animal que c'est totalement subalterne comme préoccupation. Les animaux d'aujourd'hui ne sont plus tout à fait comparables à ceux consommés par les générations d'antan parce qu'il y a une industrialisation qui s'est mise en place avec des effets délétères. Des élevages de volailles qui regroupent 20 000, 30 000 poulets ou poules pondeuses. Ils n'ont pas été développés à notre service. C'est pas l'homme d'abord, et puis des animaux esclaves de l'homme. C'est fini ça. Le Centre international de recherche sur le cancer, agence de l'OMS basée à Lyon, concernant les risques sanitaires liés à notre alimentation actuelle. Certains pesticides ont été classés cancérogènes probables. Il y a des conséquences en premier lieu sur la santé humaine. Pesticide veut dire atteinte à la vie. Notre premier environnement, c'est notre tube digestif. Il y a des risques d'intoxication aiguë qui peuvent aller jusqu'au décès. Il y a le mécanisme dit CMR, ça veut dire cancérogène, mutagène, reprotoxique. Donc en fait, les pesticides peuvent favoriser les cancers. Sachant qu'aujourd'hui, dans nos pays développés, le cancer est la première cause de mortalité. Les pesticides peuvent modifier le fonctionnement du système endocrinien, toutes les fonctions de croissance, d'immunité, de fertilité. Une diminution du nombre de spermatozoïdes dans le millilitre de sperme qui a été divisé par 2 en 50 ans. Jusqu'à 20% de certains cancers qui sont en relation avec des facteurs environnementaux. C'est particulièrement vrai pour les cancers du sein, de la prostate, des testicules, certaines leucémies, et aussi les cancers du cerveau. Nombre de pesticides génèrent des lymphomes parce qu'ils sont génotoxiques. Ils vont dégrader nos gènes en augmentation lorsqu'on a utilisé du glyphosate. Quant aux personnes âgées, on ne sait pas encore la totalité des maladies neurodégénératives en relation avec tous les produits toxiques, mais une forte présomption existe. Par exemple, prenons la maladie de Parkinson ou d'autres maladies, elles existaient avant tous les produits modernes, donc ce n'est pas entièrement dû à ça. Mais quand la fréquence augmente, c'est que nos conditions environnementales d'aujourd'hui ont apporté un facteur supplémentaire. Tous les troubles neurologiques, donc il y a tout ce qui est anxiodépression, et l'effet épigénétique transgénérationnel, c'est-à-dire que parfois les effets pour la santé ne vont pas concerner que la personne exposée, mais aussi sa descendance. Ce qui nous fait le plus mal au cœur, des maladies infantiles, des leucémies et des cancers dans les premiers âges de la vie. L'exposition aux pesticides favorise les avortements et aussi les malformations. On a vu dans l'Ain, par exemple, naître des enfants sans bras ou sans mains parce qu'un fongicide bien précis que nous connaissons a été utilisé sur des champs de maïs. Le pire, c'est sur les compétences intellectuelles, sur les capacités cognitives des enfants. Et l'augmentation très gravissime des cas d'autisme. Une future maman est impactée par ces produits-là, son enfant va naître avec des capacités cognitives beaucoup plus faibles. Le trouble du déficit de l'attention et d'hyperactivité chez l'enfant, qui est en constante augmentation. Les pesticides passent au travers de l'allaitement maternel. L'exposition ne se fait pas seulement par l'alimentation. De nombreuses molécules de pesticides qu'on retrouve dans l'eau du robinet en fait. Aussi par l'air qu'on respire, c'est notamment vrai dans les zones rurales, surtout au printemps, dans les périodes d'épandage. Les expositions de pesticides sur les cours d'école dans le Bordelais, où des enfants avaient été pris de malaise à la suite de dérives de nuages de pesticides qui avaient été
créée tout près de la cour d'école. Les pesticides, ils sont épandus sur les champs. Les nuages de pesticides se déplacent sur quelquefois une dizaine de kilomètres. Les fenêtres peuvent être ouvertes. Si nous continuons comme ça, oui, on va atteindre là un niveau où les séquelles seront gravissimes. Et ça, moi, je n'en veux pas. Je crois que nous avons un devoir. Moi, je suis médecin, ça me pose problème de diagnostiquer des cancers et des maladies de Parkinson sans m'interroger sur leur cause. C'est difficile de pouvoir rapporter précisément ce qui est lié aux pesticides ou à d'autres facteurs. Le budget alloué à la prévention, c'est 1% seulement du budget de la santé, donc c'est vraiment extrêmement faible. Il est temps immédiatement d'arrêter cet empoisonnement. En France, le bio occupe 2,3 millions d'hectares, soit la deuxième surface de l'Union européenne. Cet espace a même doublé en 5 ans. En 2017, 7 Français sur 10 consommeraient des produits bio régulièrement. Cette agriculture conventionnelle est au bout de son rouleau. Elle ne peut plus maintenant prétendre nourrir correctement l'humanité, notamment les Français. Si vous consommez biologique, vous ne serez pas 100% garantie sur l'absence de produits toxiques. Quel que soit le lieu de vie, on est exposé même quand on mange bio. Mais vous aurez un niveau suffisamment faible pour que vous ne déclariez pas de trop grands troubles de santé. Une grande étude qui est assez récente a démontré que les consommateurs réguliers de bio ont moins de 25% de risque de développer des cancers par rapport aux consommateurs occasionnels ou aux non-consommateurs de bio. Dans une serre où il y a des tomates qui étaient produites avant en conventionnel, on s'est rendu compte qu'en fait, il y a des espèces qui se nourrissent et qui s'aident entre elles. C'est finalement la monoculture qui devient le problème et plus l'agriculture conventionnelle peut-être. Il faut aussi que l'agriculture biologique utilise des pratiques peut-être plus éthiques que maintenant, notamment pour ce qui est du bien-être animal, du bien-être des salariés agricoles. J'ai souvent été étonné de voir certains produits en agriculture biologique. L'agriculture biologique a abusé un petit peu du cuivre pendant un certain temps. C'est un argument marketing, on en trouve partout. L'agriculture biologique doit être une prise en compte globale de la production de qualité et pas uniquement un cahier des charges qui se contente de dire pas ce produit-là, pas ce produit-là. Je l'ai vu aussi à 2 km l'un de l'autre, une exploitation de 80 hectares en agriculture biologique, très mécanisée, mais en monoculture. Et à côté de ça, une agriculture biologique bien plus raisonnée, avec un ensemble d'espèces dans le même endroit. C'est fou que les deux soient la même agriculture biologique sur le marché. Acheter bio, d'accord, mais c'est quand même important de se questionner sur l'origine des produits. Certains produits sont interdits en France, mais autorisés hors Union européenne. Le bio français est plus sûr. Le bio français local, c'est encore mieux. On peut, à mon avis, avoir une consommation 100% biologique et continuer de réchauffer la planète sans problème, en fait. C'est quand même un gros progrès par rapport à l'agriculture conventionnelle qui a le gros inconvénient de produire en grande quantité des productions de qualité moyenne et même quelquefois très mauvaise parce qu'impactées justement par les pesticides. Le plan Ecophyto est un programme politique bénéficiant d'une enveloppe de presque un demi-milliard pour aider à réduire l'utilisation des pesticides. Pourtant, en 2020, la Cour des comptes constate que les effets demeurent très en deçà des objectifs fixés. Est-ce que l'État prend suffisamment en compte ces enjeux pour la santé publique ? Récemment, j'ai posé une question au gouvernement. 2019, il devait y avoir pas mal de choses déjà réalisées. La conclusion est assez sévère. On progresse tellement moins que ce qui est nécessaire. Nos élus ont du mal à réagir et à établir des lois qui vont être contraires des habitudes de ces professions qui utilisent les pesticides ou qui utilisent des perturbateurs endocriniens dans les produits industriels. Entre le moment où le projet émerge dans la population, où les élus sont convaincus qu'il faut le faire, mais c'est ensuite des années et des années après que sur le terrain on en voit l'aboutissement. Et moi, comme les autres, je trouve ça trop long. Cela nécessiterait un peu plus d'impatience. C'est la santé des humains et des animaux qui en dépendent. Dans tous les cas, on a un certain niveau de déception au moment où on arrive au terme du plan. Nous attendons trop la date limite pour réaliser ce qui est prévu déjà depuis plusieurs années. Assez souvent, vous vous rendez compte que les politiques sont plus demandeurs de ces progressions et que la haute administration peut représenter, sinon un frein, mais
un peu moins d'enthousiasme, parce qu'ils ne sont pas en contact avec la population qui est exigeante. Il y a une part de bureaucratie extrêmement lourde. Maintenant, on ne peut plus se permettre de marcher d'un pas de sénateur, comme on pourrait dire. Il n'y a que l'action politique qui pourra faire changer les choses. Je pense qu'on peut retarder l'échéance très largement grâce à la politique, et c'est pour ça que je continue de voter à mon avis, mais qu'on est voué à notre perte si on reste dans ce système. Je crois que maintenant l'écologie a pénétré toutes les activités. Il n'y a plus guère de parti politique qui n'ait pas sa réflexion écologique. C'est effectivement devenu à la mode que les partis politiques mettent de l'écologie dans leur programme. C'est malheureusement souvent un effet d'annonce et de communication plus qu'une volonté propre. C'est facile de parler d'écologie, de faire du greenwashing, clairement, de se verdir, mais je pense que la possibilité de changer tout ça appartient absolument plus aux politiques. On voit quand même la limite avec la Convention citoyenne pour le climat. Selon les apiculteurs, les pesticides dits néonicotinoïdes sont des tueurs d'abeilles, et un tiers de l'alimentation mondiale dépend de la pollinisation. Les néonicotinoïdes ont été à nouveau autorisés alors qu'ils étaient interdits. Les fameux néonicotinoïdes, qui sont des insecticides qui vont détruire parce qu'on va les utiliser pour tel insecte, mais du fait de leur nocivité sur un large spectre, vont tuer également d'autres insectes. Les néonicotinoïdes doivent être écartés et tout le monde en est d'accord. Quand il est apparu que cette maladie affecte les plants de betterave, fallait-il se dire, bon, on va essayer de sauver la filière de la betterave à sucre, je crois 60 000 emplois, et une excellence française. Ou fallait-il dire, ben non, hein, c'est décidé, le coup près est là, vous n'êtes pas adapté, cette récolte cette année va être mauvaise. Il y a eu une pression énorme du lobby des producteurs de betteraves, aidé bien sûr par le lobby phytosanitaire. Première instruction, depuis le temps qu'on sait qu'il fallait abroger ces néonicotinoïdes, aucune recherche suffisante n'a été développée. En nous disant mais ça va être que pour les betteraves et pendant un temps. C'est très dangereux parce qu'on sait très bien qu'une fois qu'on a mis le petit doigt dans la réutilisation, on risque d'aller beaucoup plus loin. Si nous ne prenons pas un état d'esprit différent pour l'avenir, ce phénomène va se produire répétitivement pour chacune des choses que l'on veut évincer, que ce soit le glyphosate, que ce soit d'autres produits. Nous allons toujours avoir des personnes qui vont plaider pour des dérogations. Associés au progrès mécanique, les pesticides auraient permis à la productivité des travailleurs agricoles de quadrupler en 6 décennies. Faire évoluer notre alimentation, il faut commencer à la base, donc à la graine. Et la graine, c'est les agriculteurs qui les plantent. Ils ne sont pas très bien en ce moment. Il y en a beaucoup qui sont seuls, qui n'ont pas forcément les moyens de se former, parce que déjà, ils n'ont pas le temps. Toute une génération d'agriculteurs qui travaillent avec des conditions beaucoup plus respectueuses de l'environnement. C'est vrai qu'ils ne sont pas tous convaincus, ou que même quand ils sont convaincus, ils se disent ça me coûte trop cher de faire cette transition. Ils sont pris dans un système, parce qu'on a commencé à utiliser des pesticides, des herbicides, des fongicides. C'est difficile de revenir en arrière. Les plus gros utilisateurs, ce sont les viticulteurs, mais également les arboriculteurs. Les salades qu'on vendait directement dans le supermarché, on les vendait 11 centimes pièce. Après, j'avais fini ma journée de boulot, j'allais acheter mes salades et je les ai achetées 1 euro. Je trouve ça juste aberrant. C'est une vraie problématique, c'est que les producteurs locaux sont écrasés par les grandes distributions. Si telle variété d'agriculture est pénalisée par une interdiction de ceci ou de cela, il faut soit suggérer de cultiver autre chose, soit il faut leur donner un dédommagement. On ne peut pas exiger quelque chose d'eux sans qu'ils aient une forme de compensation. Notre rôle, c'est de les aider en leur rappelant les effets sur leur propre santé. Les agriculteurs sont en fait les plus touchés. On a des études qui montrent qu'ils ont 2 à 3 fois plus de risques de développer certaines de ces maladies que la population générale lorsqu'ils utilisent les pesticides. La maladie de Parkinson et le lymphome non-hodgkinien sont même des maladies reconnues comme maladies professionnelles pour les agriculteurs.
2 observatoires constatent que le Conseil européen de l'industrie chimique est le groupe d'intérêt qui dépense le plus pour influencer les institutions européennes. C'est en tout 12 millions d'euros en 2018 pour 78 lobbyistes employés, dont 23 représentants accrédités au Parlement européen. Derrière tout ça, il y a des enjeux économiques et ça ne sert à rien de le nier. Le débat public et politique est malheureusement pollué, avec un mauvais jeu de mots, par le lobby industriel. La puissance financière ou bancaire qui aujourd'hui impose un statu quo qui est mortifère si on le conserve trop longtemps. L'économie a pris un tel poids dans la société que le rôle des politiques en est tellement diminué Que quand on va à Bercy, puisque c'est là que ça se passe, l'arbitrage suppose des fois d'être combatif. Ça demande vraiment d'être très convaincu pour résister à différents lobbies, différentes solutions de facilité qui pourraient tenter les uns ou les autres. Une pression qui est entretenue par les producteurs de pesticides, bien entendu, qui ont formé des lobbies très puissants. D'autres produits comme les SDHI, qui sont des fongicides extrêmement dangereux pour le cerveau, on n'a obtenu aucun résultat parce qu'il y a une telle pression pour utiliser ces produits. L'Autorité européenne de sécurité des aliments, intervenant lors de la mise sur le marché des pesticides, n'avait pas statué sur le caractère cancérigène du glyphosate, contrairement au Centre international de recherche sur le cancer précédemment évoqué. La science en santé-environnement, c'est une question fondamentale. Ce sont vraiment des produits dont on n'a pas suffisamment mesuré la toxicité au départ. Un industriel qui veut mettre sur le marché un produit, sa seule obligation, c'est d'évaluer la molécule active de son produit et non pas les coformulants, qui sont les molécules associées, sur une période en plus extrêmement courte. Or, les études nous montrent que les coformulants sont parfois plus dangereux pour la santé que la molécule active elle-même. Et des molécules finissent par être interdites, mais le temps qu'on démontre leur danger, elles ont été déversées massivement dans l'environnement. Qu'est-ce qu'on fait ? On les remplace par d'autres molécules qui sont mises sur le marché avec la même méthode que la première, et on répète la problématique. Tout ce qui est modifié par rapport à la nature doit être l'objet d'une évaluation scientifique prolongée, minutieuse, rigoureuse, et le produit doit être écarté par une forme de moratoire aussi longtemps qu'on ne peut pas garantir les choses. Cette exigence d'avoir une étude effectuée et que cette étude ait été confirmée par ailleurs et que les uns et les autres soient indépendants des puissances d'argent, on ne peut pas demander à des gens payés par l'industrie, par exemple, de faire une analyse parfaitement objective. La science, c'est un outil d'information qui est très précieux. Je pense que l'INRA, pour ne prendre que cet exemple-là, est digne de confiance. Et là, l'INRA a beaucoup de travail dans ce domaine-là, parce qu'on n'a pas suffisamment fait d'études. Le consommateur est une notion désignant tout individu qui décide de faire de sa consommation un acte politique. Dans un capitalisme extrême et une agriculture intensive de masse, on se met à manger des plats sans goût extrêmement industriels. J'essaie d'avoir une consommation la plus raisonnée, la plus saine possible. Je cherche à aller vers une agriculture la plus locale possible, toujours, et vers des commerces les plus petits et les plus proches des producteurs. Je ne cherche pas forcément une agriculture biologique. C'est important de faire et de s'investir et d'être conscient de ce qu'on fait déjà, même si ça nous paraît toujours insuffisant. Tous les jours, quand tu finis à 18h, c'est très simple de trouver un supermarché. Alors que c'est bien plus complexe de trouver son primeur bio. Ça devrait être interdit en fait. Que ce soit si simple d'aller acheter des produits qui viennent de l'autre bout du monde à 2 €. C'est aussi par nos choix de consommation qu'on va influencer les changements des industriels, parce que s'ils veulent continuer à vendre, il faudra qu'ils vendent ce que les consommateurs ont envie d'acheter. En mangeant plus bio, plus local, en achetant en vrac pour limiter les plastiques, en arrêtant d'acheter des produits transformés. Certains produits où il faut peut-être se dire qu'on n'en a pas forcément besoin pour vivre. Être consommateur, ça devrait être largement soutenu par le gouvernement et qu'il y ait beaucoup plus d'aide. On serait gagnant forcément à l'échelle nationale, à mon avis, d'un point de vue santé publique, d'un point de vue de tout un tas de choses sur le long terme. Les consommateurs sont de plus en plus demandeurs de produits de qualité et de produits biologiques. La part des marchés bio, 2015, était de 6,4 milliards d'euros. On est passé à 11,9, donc on a multiplié par 2. Et c'est ainsi qu'on va pouvoir peser par nos actions de consommateurs sur la production des produits. Les grands confiseurs ont changé leurs adjuvants parce que les parents n'achetaient plus. Le consommateur a le pouvoir.
Selon le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie, le changement climatique est ce qui inquiète le plus les jeunes. Dans le même temps, la conscience éthique poussant à passer à une alimentation plus saine est davantage présente chez les 18-24 ans que chez leurs aînés. On découvre avec plaisir que les jeunes générations se préoccupent beaucoup plus de leur santé et de leur alimentation que les générations précédentes. La jeunesse, c'est toujours pareil, c'est vaste et c'est une génération qui est au moins mieux sensibilisée à tous ces enjeux. Mais je ne pense pas fondamentalement qu'elle soit plus responsable et plus respectueuse. Ça nous impacte aussi psychologiquement sur notre vision du futur. Et je pense que au-delà du fait qu'on est nombreux à être pessimistes, on va être de plus en plus écoutés aussi parce que c'est un problème qui est plus juste idéologique et politique. C'est un problème qui fait que c'est compliqué de grandir dans ce contexte, d'avoir connaissance de tous ces sujets-là. Pareil sur les nouvelles générations qui sont peut-être plus révolutionnaires que nous et qui entrent déjà dans le système. La génération qui est la mienne tendra bien plus à une révolution verte ou à des soulèvements plus importants. On a grandi avec toutes les technologies actuelles, donc on sait bien s'en servir, donc on peut faire en sorte de bien être écouté. Ces jeunes générations ont maintenant des moyens pour s'alimenter correctement. Ce qui est compliqué aujourd'hui pour la jeunesse aussi, c'est qu'elle est extrêmement précaire, donc même en ayant cette volonté-là, c'est dur de se donner les moyens. Si les pays en développement représentent 25% de la consommation mondiale, ils enregistrent 99% des décès dus à l'utilisation des pesticides. Les molécules qui peuvent être interdites en France sont revendues à l'étranger. On n'y a pas droit parce que c'est pas bon pour nous, mais par contre on peut le revendre dans certains autres pays. C'est difficile. Ouais. Ne soyons pas égoïstes, c'est-à-dire on va bien arranger les choses chez nous et puis on reporte les soucis dans des pays moins riches que nous. Nous avons à apprendre aussi de ces pays pour des conditions de vie qui soient plus saines. Ils ont des conditions d'alimentation qui sont moins, entre guillemets, riches. Mais du coup, ils ont moins les maladies liées aux excès de sucre, de graisse, de différents produits. Donc chez eux, la fréquence du diabète, de l'obésité, de tout un tas de maladies est moindre. Parce que vous preniez l'Amérique du Nord ou même l'Europe, nous ne sommes pas encore, et loin s'en faut, à l'alimentation idéale. Une problématique économique dans un pays concerne principalement la population de ce pays. Et les mesures peuvent être modifiées à l'échelle de ce pays. Alors que pour la problématique environnementale, c'est pas du tout comme ça que ça se passe, ça s'arrête pas aux frontières. C'est un problème qui est tellement large, tellement systémique, effectivement, qui est à l'échelle planétaire, qui se passe à l'autre bout de la planète, à un moment ou à un autre, ça va nous revenir en fait. Donc il faut vraiment qu'on soit conscient de cette globalité du problème. D'ici 2050, la Terre devra nourrir 10 milliards d'individus. En plus des ressources naturelles qui s'épuisent, l'industrie agroalimentaire contribue au réchauffement climatique car elle est responsable de 30% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. À l'échelle de la planète, nous vivons une période absolument historique parce que nous avons modifié en profondeur notre lieu de vie, notamment pour nous nourrir. En fait, notre manière de nous alimenter influence directement le réchauffement climatique, l'effondrement de la biodiversité, la 6e extinction de masse des espèces. Les conséquences de ces catastrophes vont influencer notre capacité à nourrir l'humanité. Les zones qui étaient cultivables, le réchauffement va les transformer en désert et il faudra après des décennies et des décennies pour leur redonner une petite chance de culture dans ces territoires-là. On peut être partagé quand on imagine l'évolution à venir. Je crois que ceux qui espèrent ou qui aspirent à une solution immédiatement totale de tous ces problèmes sont dans un rêve. Il faut quand même qu'on accepte que ça va prendre du temps, sinon on vit dans l'angoisse. À court terme, nous aurons des problèmes. C'est inévitable parce qu'on a vécu de façon complètement irresponsable depuis des années. C'est plutôt long-termiste en fait comme vision. Je suis optimiste par nécessité. On ne peut pas se résoudre à la disparition de la planète. On n'en a pas de rechange. Je pense que l'expérience du passé nous montre que l'humain, et les Français, largement autant que les autres, attendent souvent un peu trop tard pour réagir, mais qu'ils réagissent quand même. Je ne suis pas quelqu'un de très optimiste en termes d'écologie. J'ai quasiment fait une dépression l'an dernier en prenant conscience de tout un tas de choses. À part une révolution verte globale et générale, j'ai pas tant d'espoir. Je suis optimiste sur le fait qu'on va y arriver
avec le temps, quand on aura découvert la nécessité de ces progrès. C'est comme en médecine, c'est bénéfice-risque. Il y a un moment, on est dans la balance et là, il va falloir être juste. Notre alimentation dans le futur, je pense qu'on sera contraint, quoi qu'il en soit, à revenir à quelque chose de plus raisonné. On gaspille la moitié de ce qu'on produit en termes de ressources alimentaires et que la planète ne le supportera pas éternellement. On ne peut pas continuer avec la vision anthropomorphiste que l'on avait. Dans le monde de demain, il y aura davantage de considération pour l'écosystème dans lequel l'homme a été secondairement immergé. J'aime bien le concept One Health, une seule santé, rattachée santé humaine, santé animale et santé environnementale. Il y a une nécessité de revenir vers une agriculture à échelle humaine, génératrice d'emplois, et puis surtout respectueuse des sols. L'alimentation de demain, il faudra qu'elle tende vers une alimentation plus végétale, parce que c'est une des grandes causes d'émissions de gaz à effet de serre, vers une alimentation plus saine, donc moins de pesticides. Et utiliser l'équilibre de la biodiversité pour avoir le moins possible besoin de traiter les plantes. Il faudra se serrer les coudes et après, nous pourrons peut-être de nouveau respirer mieux. Et on est 7 milliards à être concernés par cette même problématique. Tout le monde doit y contribuer, à tous les niveaux, et parfois à un niveau simple, chacun peut œuvrer en ce sens, mais gardons-nous aussi des solutions extrémistes ou trop faciles. C'est par un travail sérieux, rigoureux, et par la mise en application, de façon très volontariste, de certaines dispositions, qu'on pourra gagner cette bataille qui durera peut-être tout le XXIe siècle.